Madame Michela Marzano, qui est professeure de philosophie morale à Paris Descartes, Paris 5, et qui travaille dans le domaine de la philosophie morale, avec comme objectif principal, si j'ai bien compris, le développement d'une réflexion sur la justification morale des choix et des décisions individuelles. Et Madame, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation du Centre de victimologie pour mineurs, parce que je sais que vous êtes particulièrement occupée aujourd'hui, notamment. Je voulais signaler que vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le consentement, et que votre dernier ouvrage est plutôt un roman, si j'ai bien compris, qui s'appelle « L'amour qui me reste » chez Grasset. Donc je vous invite à faire cette conférence donc, sur la place du consentement, qui est un phénomène crucial non seulement pour la question de la prostitution et de la traite des êtres humains, mais pour la question des agressions sexuelles en général. C'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement, nous les acteurs, auprès des jeunes que nous voyons. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, bonjour. Alors, j'ai un accent, en dépit du fait que j'enseigne à l'université, ça fait pratiquement 20 ans que je vis en France, j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, tout à l'heure, on parlait et on dit, enfin, parfois on me dit que c'est charmant. Non, enfin, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Mais bon, je suis obligée de faire avec. Alors, ensuite, par rapport au fait que je suis particulièrement occupée, c'est juste que j'ai 6 heures de cours à l'université, donc quand je terminerai, je serai obligée de partir. Mais c'est juste parce que j'ai mes étudiants, donc c'est mon travail, voilà. Alors, moi, je vais aborder les thèmes du consentement et de la place de l'autonomie, en sachant que c'est un thème évidemment différent par rapport à la question de la traite des êtres humains. Mais c'est là parce que, du point de vue de la philosophie morale de l'éthique, la question de la traite des êtres humains est une question qui ne pose pas des problèmes, dans le sens où il s'agit d'un phénomène qui est condamné par tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont prêts à justifier la traite des êtres humains, étant donné que dans les phénomènes de la traite des êtres humains, il y a une exploitation, il y a une instrumentalisation, et il y a l'effacement de la subjectivité des personnes impliquées. Du coup, il y a une unanimité vis-à-vis de cette pratique. Une condamnation qui, avant même d'être une condamnation juridique, légale, est une condamnation morale, indépendamment de la position que l'on épouse en tant que philosophie morale. Parce que, comme vous savez, quand on parle de la philosophie morale, on a des positions qui sont très différentes. On a des positions qui se revendiquent plutôt d'une éthique kantienne et qui donc ont tendance à mettre au centre de la réflexion la valorisation de la dignité humaine et donc de la valeur intrinsèque qu'on retrouve chez tous les êtres humains indépendamment des différences. Mais on a aussi une position plus, par exemple, libertaire, qui a tendance à s'appuyer sur la notion de la liberté pour considérer que n'importe quelle décision est justifiée du point de vue moral à partir du moment où l'acteur moral dit « je veux, je suis libre de ». Or, la question qui se pose concernant le consentement et la relation entre consentement et autonomie est justement là, c'est-à-dire, est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons soutenir, nous pouvons affirmer que le consentement, en tant que tel, permet de distinguer les actions licites des actions illicites, les actes moraux des actes immoraux. Est-ce qu'il suffit de donner son consentement pour changer la nature même d'un acte? Et donc, pour l'incarner dans les cadres spécifiques de la question de la prostitution, est-ce que l'effet de donner son propre consentement au fait de se prostituer change la nature de l'acte de la prostitution? Parce qu'il s'agit là d'un nœud qui est central et en même temps très complexe. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner plutôt quelques pistes de réflexion autour de la notion du consentement, qui est notamment une notion juridique et pas philosophique. J'essaierai de vous expliquer pourquoi, en dépit du fait qu'en parlant du consentement, on a tendance à dire et à soutenir qu'il s'agit d'une justification morale qui est donnée en acte.
En fait, non, il s'agit d'un concept plutôt juridique. Donc, j'essaierai de vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à la notion du consentement et par rapport au lien entre la notion du consentement et la notion d'autonomie, qui est en revanche une notion clé de la philosophie morale, même si la difficulté que nous avons quand nous parlons de l'autonomie individuelle est que d'une part, l'autonomie renvoie à la dignité de la personne, avec la philosophie kantienne, et d'autre part, ça renvoie à la notion de liberté telle qu'elle a été conceptualisée par les pères du libéralisme, John Stuart Mill. Et donc, il s'agira très brièvement, évidemment, parce que je ne peux pas faire un cours, mais d'essayer de montrer du coup les liens entre consentement, autonomie, dignité et liberté, pour essayer de vous expliquer les complexités du coup de ces consentements-là. Donc, du coup, les questions à partir desquelles je vais développer ma conférence aujourd'hui est, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par consentement? Ensuite, est-ce qu'il suffit le consentement à lui seul pour déterminer la légitimité d'un acte ou d'une conduite? Est-ce qu'on peut consentir à tout? Parce que si on fait du consentement la clé pour départager les actes moraux des actes immoraux, évidemment, on peut se poser la question de savoir si on peut vraiment consentir à tout, y compris à son propre meurtre. Il y a eu un cas récemment, enfin il y a quelques années en Allemagne, où il y avait un cannibale qui avait demandé à quelqu'un de se faire manger, et en première instance, quand il a été jugé, on a considéré qu'il y avait des conditions atténuantes parce qu'il y avait le consentement de la victime. Donc vous voyez, on peut aller très loin, on peut faire jouer au consentement un rôle extrêmement important. Et puis, évidemment, la question qui m'intéresse le plus est: est-ce que le consentement est toujours une expression de l'autonomie personnelle? Et si oui, quand? Et sinon, pourquoi? D'abord, quelques notions par rapport à l'émergence de la notion du consentement, parce qu'il s'agit d'une notion aussi très importante qui nous a permis un véritable changement des paradigmes, non seulement dans les domaines de la sexualité, mais aussi dans les domaines de la santé. Vous le savez mieux que moi, étant donné que je crois avoir compris qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé, des médecins et des aides-soignants. Et bien, vous savez mieux que moi que pendant longtemps, dans les domaines de la médecine, le consentement, l'autonomie individuelle, la subjectivité n'y jouait aucun rôle. Pendant des siècles, on était dans un système qui était plutôt paternaliste, c'est-à-dire les médecins étaient censés non seulement connaître le bien du patient, mais étaient censés aussi pouvoir le lui imposer. Donc on était au sein d'un système paternaliste justifié par le principe de bienfaisance. Là aussi, je ne vous apprends rien, il faut remonter au sermon d'Hippocrate, primum non nocere, tout d'abord ne pas nuire, pour voir comment par la suite s'est structuré le système de santé autour de la nécessité de faire le bien. Ce n'est que très récemment que la notion de consentement et donc d'autonomie du patient a commencé à émerger, et notamment en France, là aussi, vous le savez, je me permets de vous le rappeler, c'est assez récent parce que ça remonte en fait pas tellement aux lois de bioéthique, mais après la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, là où pour la première fois, on a la reconnaissance juridique de la nécessité de recueillir les consentements éclairés des patients aux actes médicaux. Même si, évidemment, le législateur français fait attention à ne pas absolutiser le consentement, parce qu'il sait aussi qu'à force de demander le consentement du patient, on risque de déresponsabiliser les médecins. Et du coup, il y a un passage que je me permets de citer, mais qui est très important parce que ça montre l'attention du législateur vis-à-vis aussi de la fragilité des gens qui se retrouvent confrontés à un état de maladie et donc qui vont voir un médecin. Et c'est, je cite, c'est marqué la chose suivante dans un passage de cette loi: toute personne prend avec les professionnels de santé, compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Les médecins doivent respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Alors, pour quelle raison je cite un passage qui peut paraître banal, en disant, mais nous le savons tous, qu'il y a la place du patient pour prendre une décision médicale. Eh bien, je cite ces passages parce qu'il y a un petit mot qui parfois passe inaperçu,
dans la première ligne, toute personne prend avec les professionnels. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se déresponsabiliser en tant que médecin, parce que le patient, toute personne prend avec lui, avec les aides-soignants, avec le médecin. C'est-à-dire, c'est une décision partagée, justement parce que, à la différence des pays anglo-saxons, et notamment des États-Unis, le législateur français, peut-être supporté aussi par la réflexion philosophique, considère que le patient, confronté à un état de maladie, est dans une situation de fragilité et de vulnérabilité. Donc, on est confronté à une asymétrie non seulement du point de vue épistémique, les médecins pouvant savoir un certain nombre de choses que les patients n'est pas censés savoir, mais tout d'abord une asymétrie émotionnelle. Si je vais consulter un médecin, c'est parce que j'attends que mon médecin puisse m'aider. Et donc, je suis dans une demande, et donc l'émergence du consentement ne peut pas être au détriment du rapport de confiance et donc de la dépendance qui se crée toujours dans un rapport soignant-soigné. J'ai dit ça parce que déjà la contextualisation du consentement dans l'éthique médicale est une contextualisation importante. Il y a la valorisation du consentement, mais en même temps, le consentement est toujours pris en considération comme étant incarné. C'est à l'intérieur d'une situation, et c'est dans les contextes de cette situation-là qu'on peut prendre en compte les consentements, en sachant qu'il y a une situation de vulnérabilité qui parfois a tendance à biaiser aussi le consentement. Alors, des questions similaires, des réflexions similaires, on les retrouve aussi, évidemment, dans les cadres de l'éthique sexuelle, qui peut-être nous intéresse un peu plus, mais les deux domaines étant vraiment reliés, il me fallait faire une petite référence aussi au domaine de la santé et de l'éthique médicale. Eh bien, dans les domaines de l'éthique sexuelle aussi, ces dernières années, on a les sentiments, enfin plus que les sentiments, on a la certitude d'être progressivement passé d'une morale substantielle à une morale formelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par morale substantielle et morale formelle? Eh bien, la morale substantielle est la morale qui, pendant des siècles, a régi et a considéré et a donné et a expliqué la légitimité ou pas d'un acte sexuel sur la base d'un certain nombre de critères universels. Quand j'ai dit un certain nombre de critères universels, il suffit de penser à la légitimité de la sexualité à visée procréative. Pendant des siècles, la légitimité de l'acte sexuel était reliée à la finalité procréative. Et là où on connaît toutes les batailles qui ont été menées, notamment par beaucoup de femmes, mais aussi par un certain nombre d'hommes, pour pouvoir détacher l'acte sexuel de l'acte procréatif et faire en sorte que la règle de la procréation n'était plus la norme capable de justifier et de légitimer du point de vue sexuel, du point de vue éthique, l'acte sexuel. Donc, c'est ça qu'on entend par morale substantielle. Outre le fait qu'évidemment, à l'intérieur d'une morale substantielle, on retrouve aussi la norme de l'hétérosexualité, parce qu'évidemment, si la visée de l'acte sexuel était censée être la procréation, un acte n'étant pas un acte ayant lieu entre deux individus hétérosexuels, mais plutôt entre des personnes homosexuelles, était de facto considéré comme étant immoral, la visée procréative n'étant pas là. Donc vous avez vu, il y a une évolution importante qu'il faut saluer, parce que ça a permis de se débarrasser d'un carcan qui avait tendance à avoir un jugement des valeurs très important par rapport au choix sexuel de chacun de nous. Et petit à petit, on est arrivé donc à une morale formelle où ce qui rend légitime un acte sexuel est censé être son cadre contractuel. Donc on a poussé très loin les changements des paradigmes. On est passé, je répète, d'une morale substantielle à une morale formelle, et au sein de cette morale formelle, on considère que, j'ai dit on, ce n'est pas nécessairement ma position, mais on considère que les partenaires sont par définition libres de fixer ou de créer leurs propres règles et de les confirmer par les biais du consentement mutuel. Donc, on voit la découverte du consentement comme étant la clé pour décider si l'acte est légitime ou pas. Ce qui est bien
d'un certain point de vue, mais ce qui est aussi problématique d'un autre point de vue, ne serait-ce que parce que le consentement doit aussi être toujours pris en considération au sein d'un certain contexte. Là où la tendance que parfois on a est celle d'absolutiser les consentements et dire il suffit de dire oui ou non pour que l'acte sexuel soit considéré comme étant légitime. Mais qu'est-ce que cela veut dire oui ou non? Quelle est la chair qu'il y a derrière le consentement? Est-ce que, du coup, le consentement est toujours une expression d'autonomie? Alors, j'ai fait un petit pas en arrière pour résumer d'une autre façon ce que je viens de dire. Tel qu'on l'a vu émerger, le consentement est un concept juridique. Bon, j'ai cité les cadres de la loi du 4 mars 2002. J'aurais pu citer aussi l'introduction de la norme qui qualifie du point de vue pénal les viols, notamment par absence de consentement. Mais la chose qui m'intéresse, ce n'est pas tellement rentrer dans les détails de la loi ou du système juridique, mais essayer de faire passer les messages selon lesquels le consentement est un concept juridique. Avec deux caractéristiques. Il s'agit d'une condition légale à l'accomplissement d'un certain nombre d'actes, notamment dans les domaines médicaux. Sans les consentements, on ne peut pas procéder. Il faut recueillir les consentements éclairés du patient. Et aussi comme un moyen juridique pour protéger un individu des actes des autres, dans le domaine de la sexualité en particulier, avec la qualification du viol. Parce que je peux, en absence de consentement, reconnaître une victime comme ayant été une victime. Tant que le consentement n'est pas conceptualisé, n'est pas pris en compte, il est difficile de distinguer une victime de quelqu'un qui n'est pas une victime. Parce que justement, c'est la présence ou l'absence du consentement qui nous permet de distinguer un acte volontaire d'un acte involontaire subi peut-être par la menace, peut-être par la contrainte, peut-être par la violence. C'est-à-dire le manque de consentement, l'absence de consentement nous permet de reconnaître quelqu'un comme ayant été victime. Donc, très bien, concept clé, concept fondamental, mais je répète ma question, la question d'aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit aussi d'un principe justificateur du point de vue moral des actes que j'accepte d'accomplir ou que je propose? Eh bien, les termes consentir, si on s'interroge sur la signification même du terme consentir et qu'on va regarder n'importe quel dictionnaire de la langue française, bon, c'est la même chose en italien, consentire, la signification c'est une signification complexe parce qu'on a des nuances. C'est-à-dire, consentir signifie à la fois accepter que quelque chose se fasse, autoriser et ou permettre, approuver et ou souscrire. Alors, pour quelle raison j'ai dit qu'il s'agit de niveaux différents? Parce que si consentir signifie accepter que quelque chose se fasse, ça voudrait dire que consentir signifie simplement dire oui ou non à quelque chose qui nous est proposé. Donc, on serait du côté d'une forme de passivité. On nous propose quelque chose et je me limite à accepter ou pas, à dire oui ou non. Quand j'explique ça à mes étudiants, j'essaye de dire, là, on a un côté négatif du consentement. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui me propose quelque chose et je ne peux que dire oui ou non. Mais les points de départ, ce n'est pas en moi. Ce n'est pas moi qui décide ou moi qui propose. C'est quelqu'un d'autre qui me propose de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ensuite, on a les côtés plus juridiques, autoriser, permettre. C'est ce qu'on a vu. Quand je suis en train de discuter avec mon médecin et mon médecin me propose de me faire opérer ou de suivre une chimio, etc., eh ben, j'autorise l'acte médical par le biais d'un consentement qui, hélas, souvent se limite uniquement à signer un document que parfois on ne lit même pas. Moi, je suis la première, quand j'ai été opérée, j'étais tellement paniquée par l'opération que toutes les choses qui disaient les médecins glissaient. Et quand il a dit, vous donnez votre consentement, j'ai signé. Et puis, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Le consentement, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur cette notion. Et je me retrouve à signer n'importe quelle chose. Donc, c'est intéressant parce que c'est toujours facile. Bon, mon mari dit toujours une chose. Quand il s'agit de Marzano, faites ce qu'elle dit, ne faites pas ce qu'elle fait. Mais bon, ça, c'est mon mari aussi. Alors, je disais, donc, accepter... Pardon. Non, mais ça me permet de détendre un peu l'atmosphère.
Enfin, ça me permet de me détendre tout d'abord. Alors, consentir, je disais, accepter que quelque chose qui fasse, donc quelque chose qui relève plutôt d'un côté négatif, autoriser, permettre, donc quelque chose qui relève plutôt du côté juridique, et puis on a le troisième niveau, approuver, souscrire. Alors, pour quelle raison j'insiste sur le troisième côté en les distinguant des autres? Parce que lorsque je suis en train d'approuver une action, cela veut dire que ma subjectivité est bien plus impliquée que si je me limite à accepter que quelque chose se fasse. D'ailleurs, c'est justement lorsqu'il y a ces mouvements de souscription, d'approbation, que l'autonomie individuelle est impliquée. C'est-à-dire qu'il y ait un lien direct entre le consentement verbal et l'expression de l'autonomie, l'autonomie étant tout d'abord la possibilité de poursuivre un certain projet de vie sur la base de ses valeurs. Donc, je suis autonome à partir du moment où ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'explique ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'était l'éthique hétéronome, là où il y avait une autorité compétente censée nous expliquer ce qui était bien et ce qui était mal. Mais lorsqu'on est du côté de l'autonomie, c'est chacun de nous qui est censé pouvoir construire son projet de vie sur la base de ses propres valeurs. Mais, problème supplémentaire qui se pose. S'il est vrai que le consentement est un principe justificateur, si et seulement si il s'agit d'une expression de l'autonomie individuelle, encore faudrait-il bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par autonomie, parce que tout à l'heure, je vous ai juste dit littéralement ce que veut dire autonomie. Auto, nomos, ça vient du grec. Nomos signifie norme, loi, et auto signifie soi. C'est donner soi-même sa propre norme. Mais de quelle norme s'agit-il? D'où la nécessité de comprendre les racines philosophiques de la notion d'autonomie, parce que sinon on ne va pas très loin. Et la difficulté que nous avons, c'est que la racine, elle est double. Parce que d'une part, derrière l'autonomie, il y a la dignité kantienne, et d'autre part, derrière l'autonomie, il y a la liberté de la tradition libérale, voire même libertaire, qui s'appuie sur les travaux de John Stuart Mill. Donc, comment faire pour trouver une définition qui nous permette de ne pas absolutiser la dignité et effacer l'autonomie, et de ne pas absolutiser la liberté et effacer la dignité? Donc, vous voyez, c'est compliqué comme thème. Répartons donc, ne serait-ce parce que c'est mon métier, par quelques textes. J'ai un quart d'heure. Non, mais pour les débats. D'accord. Je veille. Vous veillez, très bien. Alors, donc, répartons par, très brièvement, la position de Kant et la position de John Stuart Mill, pour essayer de voir exactement ce que ces deux philosophes nous disent. Bon, évidemment, Kant, on est en train de parler de la fin du XVIIIe siècle. John Stuart Mill, on est en train de parler de la moitié du XIXe. Pardon de vous donner ces coordonnées temporelles, mais c'est juste pour avoir une idée de l'époque à partir de laquelle on commence à parler d'autonomie, mais aussi de dignité. Pardon, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Kant a été le premier à conceptualiser la notion de dignité en expliquant comment, justement, la différence qui existe entre les choses et les personnes, c'est que les choses ont un prix, c'est-à-dire les choses ont une valeur instrumentale qui fait que le prix peut augmenter ou peut diminuer, là où les personnes, à différence des choses qui ont un prix, n'ont jamais de prix, mais toujours une dignité, c'est-à-dire les personnes ont une valeur intrinsèque. On ne peut pas vendre une personne, on ne peut pas la traiter comme un objet. L'objet, je peux l'acheter, je peux les détruire, je peux les prêter, je peux les vendre. Là où une personne, par définition, ayant cette dignité et n'ayant pas de prix, on ne peut pas la traiter comme un objet. Donc ça, c'est le premier qui nous a conceptualisé la dignité. Mais c'est aussi le premier qui met en relation la dignité avec l'autonomie. Et il y a un texte qui est très connu et qui souvent on fait travailler en classe terminale, et même pas pendant les cours des philo, mais plutôt en cours de français. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, étant donné qu'il a été écrit à l'époque en allemand, mais en tout cas traduit en français, c'est le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Eh bien, dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» Kant explique et écrit que tout être humain a vocation à penser par soi-même, et donc à juger et à décider par soi-même de ce qu'il doit faire.
Et il y a la célèbre formule « sapere aude » et le courage de te servir de ta raison. Donc, chaque être humain, par définition, a la capacité, a la vocation à penser par soi-même. D'où la nécessité que personne n'interfère avec sa sphère des pensées, avec sa sphère des décisions. Il faut avoir du courage, il faut avoir le courage de se servir de sa propre raison. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est chez Kant qu'on a le basculement de l'hétéronomie à l'autonomie. Et il ajoute, toujours Kant, que ce serait même un crime contre la nature humaine d'empêcher les gens de faire un libre usage de leur raison. Empêcher à quelqu'un de penser par lui-même signifie commettre un crime. Dire, je l'ai traduit d'une façon différente, mais dire à quelqu'un tu te trompes sans donner une justification ou sans permettre à la personne de comprendre ce que je suis en train de dire, c'est interférer avec sa sphère d'autonomie. Et pousser loin signifie aussi, du coup, commettre un crime contre la nature humaine. Mais, évidemment, il y a toujours les mais, Kant ajoute évidemment quelque chose, parce que s'il est vrai qu'il faut toujours respecter les points de vue de l'autre, si l'autre a la capacité à raisonner avec sa propre tête, il est vrai aussi que cette capacité à raisonner, à penser par soi-même et à juger et à décider de ce qu'on doit faire, doit être une capacité à agir indépendamment des intérêts particuliers et empiriques. Et là, tout se complique. Parce que j'ai la capacité en tant qu'être humain à penser par moi-même et agir selon celui qui est censé être mon plan de vie, mais cette capacité-là ne doit pas être impactée par des intérêts spécifiques, par des penchants, c'est le terme qui emploie Kant, par des besoins spécifiques, c'est-à-dire ça doit être une capacité de déterminer sa volonté, mais aussi de la déterminer selon la forme de la loi qui est universelle. En sachant que derrière tout ça, on a l'impératif catégorique. Tout à l'heure, je l'ai anticipé. Kant distingue les choses des personnes sur la base de la dignité et il nous dit dans son impératif catégorique « L'homme ne peut être utilisé par aucun homme simplement comme un moyen, mais doit toujours être traité en même temps comme fin. » Et c'est en cela qui consiste sa dignité. Donc, Kant nous dit deux choses. On n'a pas le droit d'interférer avec la sphère d'action de quelqu'un, mais en même temps, personne ne peut instrumentaliser l'autre parce que l'autre reste toujours une finalité. Et pourquoi l'autre reste toujours une finalité? Parce que l'autre possède une valeur intrinsèque et donc une dignité. Et donc on voit comment, du coup, la notion d'autonomie est reliée à la notion de dignité. On ne peut pas absolutiser l'autonomie sans savoir que l'ancrage philosophique kantien est la notion de dignité. Passons maintenant à l'autre racine de l'autonomie, c'est-à-dire la racine qui remonte à la philosophie de John Stuart Mill, qui a écrit notamment un essai qui s'appelle « De la liberté » et qui en général est considéré comme la base théorique des positions libertaires, qui consiste à absolutiser la liberté et donc l'autonomie et à considérer que toute interférence avec la sphère des libertés est une attente à l'autonomie, peu importe s'il y a un jeu, si ce qui est en jeu est le respect ou pas de la dignité. Là encore, toutefois, il faut faire attention, parce qu'il est vrai que Stuart Mill écrit la chose suivante, que je vais vous lire. La seule fin pour laquelle les hommes soient justifiés à interférer avec la liberté d'action de n'importe quel nombre entre eux est l'autoprotection ou empêcher de faire du mal à autrui. Et puis il continue, en ce qui concerne simplement lui-même, son indépendance est absolue. C'est-à-dire, John Stuart Mill est en train de dire « Je peux interférer avec la sphère des libertés des autres si et seulement si je suis en danger ou quelqu'un d'autre est en train d'être en danger. » Ce qui veut dire que même John Stuart Mill, qui absolutise la liberté, serait tout à fait pour l'effet de faire en sorte de bloquer la pratique de la traite des êtres humains parce que justement on est en train de nuire à l'autre. C'est pour ça que je dis d'un point de vue philosophique que ce n'est pas problématique. Parce que c'est clairement
quelque chose d'immoral. Bon, après, il y a les moyens, les instruments, comment faire, etc. Mais ça, c'est différent. Ça sort du domaine de la réflexion. C'est un peu plus compliqué lorsque je décide librement de me prostituer, parce que ce qu'il nous dit John Stuart Mill, apparemment, en ce qui concerne simplement lui-même, son indépendance est absolue. Mon indépendance est absolue. J'ai décidé de me prostituer, j'ai décidé de vendre un organe, j'ai décidé de me découper en morceaux. Mon indépendance est censée être absolue. Et c'est en cela qui consiste l'autonomie. Donc on est en train de dire, oui, mais là, il y a une contradiction. Comment peut-on concilier l'autonomie-dignité avec l'autonomie-liberté? En fait, si on va regarder un peu mieux ce qui nous explique John Stuart Mill ajoute quelque chose de très significatif et très important, que beaucoup de libertaires ont tendance à faire semblant de ne pas savoir. Petite pique polémique. Et il nous dit la chose suivante. Et je vais vous lire ces passages, parce que c'est un passage clé. Les choix volontaires d'un homme est la preuve qu'il choisit ce qu'il juge désirable ou tout au moins supportable pour lui-même. Ok. Et il ajoute, mais en se vendant comme esclave, un homme abdique sa liberté. Par ce seul acte, il renonce à tout usage futur de sa liberté. Ce n'est pas la liberté que d'avoir la permission d'aliéner sa liberté. Et ces raisons, je vais les reprendre, je voulais juste lire tous les passages. Ces raisons dont la force est si évidente dans ces cas particuliers ont naturellement une application beaucoup plus large. Fin de la citation. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, John Stuart Mill? John Stuart Mill, qui fait de la liberté le noyau de sa position, il dit aussi qu'il existe une contrainte, ne serait-ce que logique, au sein du concept de liberté. Je suis libre, mais je ne suis pas libre d'effacer ma liberté. Ce n'est pas que la liberté... Ce n'est pas la liberté qui est d'aliéner sa liberté. Il donne un exemple. Je ne peux pas me vendre comme esclave parce que si je me vends comme esclave, j'utilise la liberté pour effacer ma liberté. Alors, pour quelle raison est si important ces passages? Parce que John Stuart Mill est en train de nous dire attention. Parce que la liberté ne consiste pas à agir contre soi ou en niant la liberté ou en se rendant esclave, même si volontairement. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté consiste à faire en sorte que je puisse toujours par la suite être libre de revenir en arrière. Si je me mets dans une situation où je ne peux plus revenir en arrière parce qu'il y a une attente de ma personne, de ma subjectivité, je ne peux pas justifier cela au nom de la liberté, en dépit de ce qu'ils font un certain nombre de philosophes qui ont tendance à justifier beaucoup d'actions au nom de la liberté. La liberté, c'est très important, mais encore faudrait-il comprendre exactement ce qu'on entend par liberté, étant donné qu'il existe une contrainte logique au sein même de la notion de liberté. Donc, tout ça pour dire que si on a clair en tête, bon, je vous demande pardon parce que je suis allée très vite, je sais, mais je voulais vraiment... Bon, après, si vous êtes intéressé, j'ai écrit un livre sur ça. Je consens dont je suis éthique de l'autonomie, où tout est expliqué et il n'y a pas que des suggestions. Et ce n'est pas une promo parce que c'est un livre de 2006. Donc, la vraie promo, ce serait de dire lisez mon dernier livre, mais qui ne concerne pas la question de l'autonomie et du consentement. Mais tout ça a été important pour moi parce que, du coup, je reprends un peu les fils. On est parti par le consentement, qui aujourd'hui est censé distinguer ce qui relève de l'éthique et ce qui ne relève pas de l'éthique. Ensuite, j'ai essayé de vous montrer les problèmes du consentement si le consentement n'est pas une expression de l'autonomie, parce qu'en tant que tel, le consentement n'est qu'un concept juridique. Ensuite, j'ai essayé de vous montrer quand même la complexité de l'autonomie, parce qu'il ne suffit pas de dire que le consentement est expression de l'autonomie pour que ce soit une justification éthique des actions. Et la double racine du coup de l'autonomie, c'est-à-dire les liens entre autonomie et dignité et autonomie et liberté, en sachant que la véritable autonomie consiste à exprimer sa liberté sans l'effacer, en sachant que de toute façon, nous avons une dignité qui est notre valeur intrinsèque et qui nous caractérise et nous distingue du reste des êtres. L'être humain est le seul à avoir cette dignité, cette valeur intrinsèque.
Et tout ça pour dire que du coup, lorsqu'on parle d'autonomie, cela ne veut pas dire qu'aucune restriction ne soit imposée à la liberté. Valoriser l'autonomie ne signifie pas dire que tout s'équivaut. Et ça, c'est compliqué à faire passer parce qu'il y a toute une éducation aussi à l'autonomie et à la conscience de la liberté et à la conscience des limites de sa propre liberté. Donc, l'autonomie exige que des restrictions soient autodéterminées. Ce qui veut dire aussi qu'on soit en état de pouvoir prendre une décision et choisir. Et c'est là qu'on touche après la question de l'autonomie des mineurs dans des actes de prostitution. Parce que dans quel état on sait déjà, la situation dans laquelle nous donnons notre consentement est toujours, enfin les situations au pluriel sont toujours des situations extrêmement compliquées parce que le consentement s'inscrit toujours dans la réalité du vécu. Et quand je dis que le consentement s'inscrit toujours dans la réalité du vécu, cela veut dire qu'on ne peut pas faire l'économie des fragilités, des contraintes, des vulnérabilités. Il y a le contexte socio-économique, mais il y a aussi le contexte psychologique. Dire « je consens », outre le fait que je suis censée, en disant « je consens », exprimer mon autonomie, mais dire « je consens » nous oblige aussi à nous questionner sur la qualité et sur les statuts du jeu. Qui dit « je » lorsque je dis « je consens ». Quel est le statut du jeu qui s'exprime? Quel type d'autonomie je suis en train de nommer ou d'exprimer? Est-ce que le jeu est toujours l'expression de la subjectivité? Il y a un vers de Paul Valéry que je trouve magnifique pour illustrer la difficulté de qualifier et la difficulté de prendre en compte la complexité du jeu qui dit « je consens », que je vais vous lire. Qui pleure là? Sinon les vents samplent à cette heure, seul avec diamant extrême, mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer? Qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer? Alors quelqu'un peut dire, mais quel est le lien entre le consentement et les jeux qui pleurent? Mais parce que c'est les jeux. Qui dit je lorsque je dis je consens? Et c'est toujours le même problème que nous avons. Quelle partie de nous est en train de s'exprimer? Quelle partie de nous est en train de pleurer lorsque nous pleurons? Quelle partie de nous est en train d'accepter que quelque chose s'efface? Quelle partie de nous voudrait dire non là où elle dit oui? La complexité du jeu est une complexité qu'il ne faut jamais oublier si on veut faire en sorte que les jeux consents deviennent une justification éthique de l'action que nous sommes en train d'accomplir ou que nous voulons accomplir. Donc il y a cette complexité-là qui est après la complexité liée à l'ambivalence aussi de la parole. À chaque fois que je parle, le jeu qui parle est ambivalent. Sans doute vous connaissez mieux que moi les écrits de Jacques Lacan, mais Jacques Lacan, c'est quelqu'un qui opère une révolution très importante, non seulement dans les domaines de la psychanalyse, mais aussi dans les domaines de la philosophie. En philosophie, pendant des siècles, nous nous sommes construits autour du « je pense » de Descartes, et donc la rationalité, la capacité d'être toujours présent à soi-même. Et Lacan, il arrive à retourner complètement le « je pense » en disant « je suis là où je ne pense pas et je pense là où je ne suis pas ». C'est-à-dire, les jeux, l'authenticité du jeu émerge là où je ne suis pas en train de contrôler avec la rationalité et d'exprimer exactement les résultats de ma délibération. Je suis là où je ne pense pas. Les jeux qui émergent lorsque la parole commence à balbutier. C'est dans les balbutiements qui s'exprime la vérité du jeu. Alors, si j'ai dit tout ça, c'est parce que lorsqu'on parle du consentement, on ne peut pas faire l'économie de tout ça. Il y a la complexité du jeu, il y a la complexité de la subjectivité, il y a la partie de l'inconscient, il y a la partie de la spécificité du contexte à l'intérieur duquel le jeu surgit, il y a l'ambivalence de la parole, l'ambivalence intrinsèque à toute parole. D'où la nécessité de se garder d'identifier une personne à son discours. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je consens » ou « j'ai consenti » que cette personne s'identifie avec ses consentements exprimés. Ne serait-ce que parce que le désir n'est pas entièrement contenu dans ce qu'on dit.
Il y a une opacité du désir qui n'arrive pas à se dire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Même si, et je termine sur ça, vous avez vu qu'à chaque fois c'est mais, il y a toujours un mais. Ça, c'est pour justement ne jamais oublier la complexité, même de la parole de quelqu'un qui donne une conférence. Il y a toujours une ambivalence qui est dedans. Eh bien, donc je disais, il y a cette ambivalence, il y a cette nécessité de prendre en compte ce qu'il y a entre les lignes, ne pas identifier une personne avec sa parole, même si cela n'autorise personne à savoir à la place de l'autre. Parce qu'il faut éviter aussi l'autre problème qui consiste à dire « moi, je sais mieux que toi ce que tu veux ». Donc, savoir qu'il y a une ambivalence dans les « je veux », je ne veux pas, je consens, je ne consens pas, mais savoir aussi que si je pense savoir mieux que l'autre, ce qui est bien pour l'autre, c'est une autre façon d'effacer la dignité en effaçant son autonomie et sa capacité d'exprimer, en dépit de toute l'ambivalence, son propre « je consens ». Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'oublierai pas la complexité de votre conférence, chère Madame Marzano, mais moi, ça éclaire un certain nombre de choses pour moi, et notamment tout à l'heure, on a parlé de la loi de 2016 sur la pénalisation des clients, des prostituées. Et actuellement, il y a des associations qui ont saisi le Conseil d'État en disant que ces travailleurs du sexe là, souhaitaient faire ce métier. Donc là, je trouve que ça met en perspective bien ce que vous dites de l'autonomie de la dignité et de l'autonomie de la liberté, et que ça donne tout d'un coup un éclairage très particulier sur ces questions-là de l'autonomie. Vraiment, je vous remercie parce que je pense que ça me manquait dans ma réflexion personnelle sur ce sujet. Alors, j'aurais une question à vous poser, puis après, je laisserai la salle vous poser des questions. Alors, vous avez dit, on est libre de ne pas abdiquer sa liberté. Il faudrait ne pas abdiquer sa liberté. Mais sur quels critères on peut se baser pour prouver qu'une personne est en état de décider, qu'elle est en état de consentir, une fois qu'on a posé toutes ces bases philosophiques de la philosophie morale qui sont essentielles à la compréhension. Mais nous, dans nos pratiques professionnelles, sur quels critères on peut s'appuyer ? Oui, alors là, je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment répondre à cette question parce que... Alors, attendez. Si je parle en me basant, en me fondant sur mes compétences, après, moi, j'ai fait 20 ans de psychanalyse. Et ce n'est pas un hasard que j'ai cité Lacan et que ma façon aussi de faire philosophie a changé. Moi, je reviens de loin. C'est-à-dire, moi, j'ai eu un symptôme qui était les troubles du comportement alimentaire. Et d'ailleurs, j'ai écrit sur ça, légère comme un papillon, non pas pour parler du symptôme qui est peu important, peu significatif, mais pour expliquer ce qu'il y avait derrière. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai mis beaucoup d'années avant de permettre au jeu de pouvoir s'exprimer autrement que par un raisonnement qui était toutefois une sorte de prison de ma subjectivité. Donc, je vous répondrai de deux façons. Du point de vue philosophique, rationnel, ce qui veut dire, même John Stuart Mill, veut dire la chose suivante: peu importe la volonté qu'il y ait de quelqu'un de dire « je suis libre », si quelqu'un rentre à l'intérieur d'une dynamique où, par son choix libre, efface sa liberté, du point de vue rationnel, je peux lui expliquer « tu es en train de mal interpréter la notion de liberté, parce que tu utilises la liberté pour l'effacer ». Or, la liberté, le propre de la liberté, c'est de l'utiliser non pas pour l'effacer, mais pour pouvoir continuer à être libre. Mais là, on reste du côté de la rationalité, qui aide parfois, parce qu'on peut aussi expliquer ça. Bon, en même temps, il y a des choses qui ne passent pas uniquement du côté de la rationalité, et donc il y a tous les contacts avec la personne. Moi, je sais que pendant
très longtemps, j'étais complètement prisonnière de ce que les gens pouvaient imaginer, croire et juger de moi, avec un devoir-être qui était tellement écrasant que les jeux n'arrivaient pas à s'exprimer. Et je sais aussi que la seule façon que j'ai eue de pouvoir faire émerger les jeux, c'était justement cette parole. Alors, pour quelle raison j'ai dit ça? Parce que la seule façon de pouvoir se rendre compte de la place qui est occupée par les jeux qui est en face de nous, même s'il s'agit d'un mineur, c'est de lui donner la liberté de la place et vraiment physiquement l'espace pour faire en sorte que sa parole puisse surgir. Et donc l'écoute, c'est une des choses les plus difficiles. Alors, on n'est pas obligé d'aller voir un psychanalyste pour se faire écouter, quoique. La difficulté de l'écoute, et vous qui travaillez avec des gens qui ont besoin d'être entendus, la difficulté c'est que lorsqu'on écoute et on écoute vraiment, il faut accepter que la parole qui émerge soit aussi autre par rapport à celle que j'attendrai. C'est-à-dire permettre à l'autre d'être autre par rapport à ce que je voudrais qu'il soit. Permettre à l'autre de dire quelque chose, même si le quelque chose qui est dit par la personne peut nous dérouter. Et ce n'est qu'à partir de la place de l'écoute que l'autre peut réellement s'exprimer, parce que c'est un travail que l'autre doit faire. L'autre doit reconnaître s'il y était vraiment dans un choix ou pas. Mais pour pouvoir reconnaître s'il y était vraiment dans un choix ou pas, il doit pouvoir avoir la possibilité de repérer en soi cette parole-là. Et donc il faut du temps, beaucoup de temps, et il faut beaucoup d'écoute aussi, sans faire en sorte de remplacer la parole de l'autre par la nôtre. Parce que parfois, là je risque d'être très antipathique, mais parfois quand on veut aider quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On parle. Mais combien de paroles peut-on dire à quelqu'un en essayant de vouloir l'aider? Je te comprends, il faudrait savoir qu'il y a plein d'autres gens, j'essaierai à t'écouter. Je ne suis pas sûre que ça sert réellement. Il faut être, il faut écouter, il faut entendre, il faut laisser la liberté de dire ou de ne pas dire, parce que sinon, le chemin est plaqué et ça permet de sortir d'une situation et de tomber dans une autre. Quand quelqu'un me dit, mais pour quelle raison 20 ans de psychanalyse, il y a des thérapies cognitives qui t'auraient permis de dépasser ton symptôme. Mais mon problème, ce n'était pas mon symptôme. Mon problème, c'était de ne pas passer d'un symptôme à l'autre. Mon problème, c'était essayer de comprendre qu'est-ce qui avait fait que cette liberté n'était pas la mienne. Même si de l'extérieur, on ne voyait rien, tout était parfait. Mais vous savez, il y a plusieurs prisons qu'on arrive à construire à l'intérieur de soi. Donc, c'est exactement la même chose. Un ado qui se retrouve dans une situation de prostitution ou dans des situations même d'hypersexualisation ou sont souvent des adolescents qui ont quand même un problème même d'estime de soi. Là où l'estime de soi, ce n'est pas celle dont on parle dans les manuels de développement personnel, mais c'est la conscience de sa valeur, c'est-à-dire la conscience de sa dignité. Sauf que la conscience de sa dignité, c'est compliqué parce qu'on ne l'apprend pas par la tête. On a conscience de sa propre valeur quand on est reconnu, quand il y a la reconnaissance de ce que l'on est au-delà de ce qu'on devrait être. Donc c'est un long chemin. Et si on n'a pas été reconnu quand on était tout petit, et ça arrive souvent, presque tout le temps, il faut du temps pour pouvoir avoir cette conscience-là et pouvoir comprendre que si je me jette, si je me détruis, si je me mets dans des logiques mortifères, c'est parce que je ne crois pas à ma valeur. Et derrière, il y a presque tout le temps ça. Mais ça, il faut pouvoir l'entendre. Je pense que ce qu'on peut leur dire, ils, elles, le savent déjà. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit capable de les reconnaître. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais poser une question. Paul Messerschmitt, je suis pédiatre et psychiatre. J'ai l'impression qu'on est dans deux mondes différents. Les pédiatres, les psychologues et les psychiatres doivent faire avec le mineur
Et c'est vrai, les philosophes, vous traitez de l'humain absolu, et on a l'impression que d'un humain sans âge. Alors vous introduisez Lacan, bien sûr, mais le problème qui se pose, et je vois le cas des mineurs, c'est que pour nous, la maturation de l'individu dans sa pensée, sa puissance de gestion du consentir, du co-sentir, du consentement, c'est une chose relative. L'âge est une chose très relative. Or, c'est vrai que nous avons à travailler dans le sujet d'aujourd'hui avec, d'une part, certainement la précocité de l'espèce humaine socialisée. La majorité de mon temps était à 21 ans, elle est à 18, on se demande si elle pourrait être à 16, mais à un moment donné, c'est-à-dire le jour des 18 ans, les lois sont différentes. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de cette dimension du relatif dans l'art de pouvoir consentir, et puis de ce moment très particulier qui est le passage du mineur au majeur. Alors, en même temps, je réponds avec mes moyens, hein, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas écrit, je connais tout. Il y a des choses, vous l'avez dit, je suis philosophe, oui, je suis philosophe. Donc, cela ne veut pas dire que l'âge n'est pas un facteur très important. Quand je dis que le consentement s'inscrit toujours à l'intérieur d'un contexte, tout à l'heure, j'ai parlé des contraintes économiques, des contraintes sociales, des contraintes psychologiques, mais évidemment, il y a la question de l'âge qui joue. Après, moi, j'ai tendance à insister sur le fait que, indépendamment de l'âge, le consentement est problématique. Il est essentiel, mais problématique. Parce qu'on se retrouve parfois, enfin, mes étudiants sont tous des majeurs, mais quand je les entends parler ou je les entends aussi parfois venir me poser des questions qui ne relèvent pas nécessairement de la philosophie, mais aussi de leur existence, eh ben, j'entends une parole qui pourrait être aussi la parole de quelqu'un qui a 15-16 ans. C'est-à-dire, c'est compliqué. Alors évidemment, quelqu'un qui a 10 ans, 12 ans, 13 ans, enfin, il y a une nécessité d'être accompagné, d'être protégé. Quand on est petit, il y a la vulnérabilité qui est extrême. Quand on est tout petit, on dépend complètement. Mais la dépendance et la fragilité et la vulnérabilité, ce sont aussi des constantes, notamment si quand on était petit, on n'a pas été tellement aidé par des adultes qui nous ont permis d'acquérir la conscience de notre propre valeur. Bon, après, plus on descend dans l'âge, plus les choses empirent. Vous avez parfaitement raison. Mais moi, la chose que je sais faire et que je peux faire par rapport à mes compétences, c'était expliquer la complexité du consentement et en même temps la question éthique. Parce que, vous savez, alors je vais ajouter une couche supplémentaire et ils vont se dire, mais cette personne, combien de vies a vécu? Plusieurs. Parce que je vous ai dit, j'ai fait 20 ans de psychanalyse, etc. Je suis professeur des universités. J'étais pendant 5 ans députée. J'ai terminé ma députation. Mais j'étais députée en Italie. En 2013. De 2013 à 2018. Oui, je sais. Donc j'ai terminé il y a un peu moins d'un an. J'étais encore députée il y a un an. Pardon, mais à la conception du temps, du coup, moi aussi, ça m'échappe. Et j'ai vu comment on travaille quand on est député, quand on est législateur. Et je vois l'importance de pouvoir avoir clairement en tête un certain nombre de valeurs et de pouvoir les défendre quand on travaille sur une loi. Parce que la loi, elle change. Bon, on a des nouvelles élections, donc là, on a la loi de 2016, mais on ne sait pas si cette loi de 2016 va rester, notamment s'il y a une pression de la part des travailleurs du sexe qui vont dire « vous êtes en train de nous pénaliser, nous, plutôt que pénaliser les clients ». Donc, quel est mon travail? Mon travail est aussi d'essayer de donner des instruments théoriques. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous qui travaillent avec les mineurs vont considérer que mon intervention est complètement inutile et j'en suis désolée, mais moi j'ai considéré que c'était important cadrer la notion de consentement à l'intérieur duquel l'âge est très important, évidemment. Plus on grandit, plus on a conscience de soi, plus on peut habiter cette parole qui exprime le consentement. Mais ce n'est pas le seul facteur, c'est ça que je veux dire. L'ambivalence de la parole reste tout au long de notre existence. Tout au long de notre existence. Et vous savez très bien que même en étant ici et vous étant là,
il y a eu une parole inconsciente et des liens qui se sont créés et des antipathies qui sont surgies ou des sympathies et des tendresses. Parce qu'on est tout le temps habité par ça. Alors moi, la seule chose que je peux vous dire est la base conceptuelle, les liens avec l'autonomie, et me permettre aussi de rappeler cette dimension inconsciente, même à vous qui êtes psychiatre, mais vous savez, parfois, c'est important. Je me les rappelle tout le temps. Quand je fais cours, je sais tout le temps qu'il y a ce que je dis, il y a ce que je communique, et il y a ce que je n'entends pas, il y a ce que je ne vois pas. Et l'effort d'entendre et de voir et d'écouter, et que ce soit un dialogue. Mais je n'ai pas vraiment répondu à votre question, je le sais. Je ne prétends pas tout savoir. Merci beaucoup, madame. Nous allons nous arrêter là. Habiter notre parole. Je pense que c'est un beau projet. Merci beaucoup.